Bob Lazar est l'un des rares hommes à connaître la vérité. Il sait beaucoup de choses sur le programme secret de récupération d'OVNI du gouvernement américain. Et il a même travaillé à décoder et à copier les technologies extraterrestres lui-même. C'est en tout cas ce qu'il prétend. Mais pouvons-nous vraiment prendre les choses aussi facilement et rejeter son histoire comme étant des conneries inventées de toutes pièces? Et s'il y avait vraiment quelque chose à dire? Si les extraterrestres n'existent pas seulement, mais s'ils sont déjà parmi nous? Robert Scott Lazar n'est pas exactement ce que l'on pourrait appeler une page blanche. Né le 26 janvier 1959 à Coral Gables en Floride, l'Américain divise le public en deux camps. Ceux qui le révèlent comme le plus important dénonciateur d'OVNI de tous les temps, et ceux qui le traitent de fou furieux. Cependant, le fait que Bob Lazar devienne un jour l'une des personnes les plus controversées et que, selon ses propres déclarations, il ait même eu à craindre pour sa vie, n'était pas prévisible dès le départ. Après tout, jusqu'en 1989, pratiquement personne ne connaissait son nom. Mais rétrospectivement, il est difficile de comprendre ce qu'il faisait avant d'être sous les feux de la rampe. Si l'on suit les déclarations de Lazar, c'est avant tout parce que le gouvernement américain a tenté d'effacer tout son CV après ses publications. Les sceptiques, cependant, soupçonnent que les faits percutants ne correspondaient pas à ses affirmations aventureuses. Mais quoi qu'il en soit, Lazar lui-même affirme avoir étudié à la Cal State University de Northridge à la fin des années 70, puis avoir fréquenté le prestigieux Caltech de Los Angeles. Cependant, le nom de Robert Lazar n'apparaît pas dans les annuaires des deux universités. Et même si rien ne le prouve non plus, il prétend avoir obtenu un master au MIT en 1982. 7 ans plus tard, le 15 mai 1989 pour être précis, les chaînes de télévision américaines ne connaissent finalement qu'un seul sujet. Un inconnu a annoncé qu'il travaillait dans une base militaire top secrète du Nevada, dont le gouvernement américain de l'époque nie encore farouchement l'existence. Alors que la silhouette de l'ombre qui se fait appeler Dennis s'entretient avec l'enquêteur George Knapp, il lui révèle quelque chose qui semble effectivement trop incroyable pour être vrai. Il y aurait des vaisseaux spatiaux extraterrestres dans cette même base. Dans le détail, il s'agirait en tout et pour tout de 9 soucoupes volantes qui sont sans aucun doute d'origine extraterrestre. De plus, il se consacrerait avec quelques collègues à la tâche de déchiffrer le mode de fonctionnement des technologies extraterrestres, afin de les reconstruire par la suite. Totalement convaincu par les explications détaillées de son homologue, une grande inquiétude grandit rapidement chez George Knapp. Si le dénonciateur continue à rester anonyme, il court le risque d'être éliminé par le gouvernement. Fidèle à la devise « Un homme que le public ne connaît pas ne manquera à personne », Knapp a exhorté son informateur à révéler sa véritable identité. Après une longue lutte contre lui-même, l'initié a finalement décidé de suivre le conseil du journaliste. Et depuis, le monde connaît le nom de Bob Lazar. Des révélations controversées. Les partisans de Bob Lazar sont convaincus que c'était exactement la bonne décision. Ainsi, en sortant de l'ombre, il s'est protégé et a peut-être sauvé sa vie. C'est ainsi que Bob Lazar est devenu du jour au lendemain le dénonciateur d'OVNI le plus controversé de l'histoire des États-Unis. Mais le partage d'informations top secrètes a eu un prix élevé. Un prix qui, selon certains cercles, a été fixé par le gouvernement qui a tout fait pour dissimuler l'existence de la zone 51. Intéressant à savoir. En fait, il faudra attendre 2013 pour que l'existence de la zone interdite soit également confirmée officiellement par la CIA. Pour Lazar, la période qui a suivi les révélations a été tout sauf facile. Quelqu'un s'est introduit chez lui, a fouillé dans ses affaires et a fait des graffitis sur les murs. La surveillance, le danger et la diffamation publique étaient douloureusement réels. Si réels en fait, que Lazar a finalement pris la décision de se retirer des yeux du public pendant plusieurs décennies. Le 4 décembre 2018 cependant, le jour est enfin arrivé où Lazar a rompu son long silence. À la dite date, il a rencontré le cinéaste Jeremy Corbell pour mettre toute l'histoire sur la table. À l'issue de cette collaboration, le documentaire Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers a été produit, qui a ramené les déclarations de l'initié autoproclamé dans la conscience du public. Lazar a donc affirmé à nouveau ce qu'il avait déjà déclaré près de 30 ans auparavant. À la fin des années 80, le gouvernement américain était en possession de plusieurs vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il a gardé le secret et les a analysés dans le désert du Nevada. C'est un fait. Je n'étais qu'une des personnes qui travaillait sur ces vaisseaux spatiaux. Mais quel genre de choses Lazar a-t-il découvert au cours de son travail?
Les habitants de la zone 51 ont-ils réellement réussi à comprendre et peut-être à copier les technologies sophistiquées? Eh bien, la réponse excitante est oui. À l'intérieur de l'OVNI. Après avoir postulé à l'Office of Naval Intelligence, Lazar s'est vu confier un travail de recherche sur les nouvelles technologies de propulsion. Dans le cadre de son travail, il affirme avoir vu les documents contenant des photos de 9 ovnis différents et de leurs équipages extraterrestres. Mais ce n'est pas tout. Dans l'un des hangars, il a même vu de ses propres yeux un objet volant en forme de disque qui se distinguait nettement de tout ce que l'on connaissait. Il possédait une surface étonnamment lisse et sans soudure, et une fois, il a même eu l'occasion de pénétrer dans le vaisseau spatial. À ce sujet, Lazar a déclaré ce qui suit sur le podcast de Joe Rogan. C'était un sentiment très inquiétant. Tout avait cette couleur sombre, semblable à celle de l'étain. Il n'y avait pas d'angle droit, vraiment nulle part. Un peu comme si quelqu'un avait brièvement chauffé un modèle de cire pour que tout fonde ensemble. Tout était courbe et plié. C'était vraiment étrange. Il n'y avait pratiquement rien de familier à l'intérieur, tout semblait provenir d'un autre monde. Cependant, l'apparence bizarre des engins spatiaux a également permis de tirer quelques conclusions sur leurs pilotes. Selon le rapport, l'intérieur de l'OVNI était si petit et si exigu qu'il n'était possible de se tenir debout qu'en son centre. Alors que Lazar mesure environ 1,78 m, il estime que l'objet a été conçu pour des créatures d'environ la moitié de cette taille. Lazar ajoute « Les sièges étaient vraiment minuscules. Ils étaient manifestement faits pour quelque chose de très petit, mais à part ça, il n'y avait rien. Juste les sièges, le réacteur et quelques sous-composants. Pas de panneau de contrôle, pas de plomberie, pas de décoration, rien que tu puisses reconnaître d'une manière ou d'une autre. » À la question de savoir s'il y avait également des écrans dans le vaisseau spatial, Lazar a répondu « Il y avait des arches sur une partie de la superstructure, et l'une d'entre elles pouvait devenir transparente. Je l'ai vu une fois ou deux. Je suppose que cela aurait pu être appelé une sorte d'écran. Je ne sais pas si c'est du métal ou de la céramique, mais il faisait froid comme de la glace, alors je penche plutôt pour le métal. » À son tour, le dénonciateur a décrit la disposition exacte de l'intérieur du vaisseau spatial comme suit. Il y avait 3 sièges positionnés à égale distance autour du réacteur. Il en était de même pour les grands objets rectangulaires. Mais je ne les appellerai pas des consoles. Ils n'avaient ni bouton ni lumière. Au total, le vaisseau spatial comportait 3 niveaux. Le réacteur avec les sièges se trouvait au niveau principal. À l'étage inférieur se trouvaient les amplificateurs de gravité, et directement en dessous se trouvaient les émetteurs de gravité. Visuellement, il rappelait à distance des seaux suspendus à des tuyaux. Moscovium. Selon Lazar, l'interaction de ces composants a permis à l'engin spatial de générer son propre champ antigravité. Également appelé antigravité, il s'agit ici d'une force censée contrer la gravité. Bon, avec le petit mais beau hic qu'une telle force n'existe jusqu'à présent que dans la science-fiction. Du moins, officiellement bien sûr. En réalité, le champ d'antigravité du vaisseau spatial aurait été conduit vers l'extérieur via le guide d'onde situé sur le pont. Ainsi, l'antigravité courberait l'espace-temps dans le sens du déplacement de l'OVNI, de telle sorte que le voyage vers d'autres systèmes stellaires serait possible en très peu de temps. Mais quel est le secret qui rend possible le voyage interstellaire dont l'humanité ne peut que rêver jusqu'à présent? Eh bien, Lazar souhaite l'avoir également découvert au cours de son travail. La clé qui nous fait oublier les gigantesques étendues de l'espace porte le nom de Moscovium. Dans le détail, il s'agit d'un élément chimique ultra lourd qui cherche ses égaux. Ainsi, 230 grammes de Moscovium seulement devraient suffire à alimenter un vaisseau spatial pendant 30 ans. Pour que cela réussisse, le Moscovium serait bombardé de protons dans le cœur du réacteur, ce qui le transformerait en élément encore plus lourd, le livermorium. Dans la foulée, une onde d'antigravité serait créée, mais elle se décomposerait instantanément en antimatière, qui interagirait avec la matière ordinaire. L'énorme chaleur dégagée est à son tour convertie en énergie électrique qui alimente les 3 amplificateurs gravitationnels. De plus, les extraterrestres ne sont pas les seuls à posséder cet élément. 450 kg de Moscovium seraient stockés au Nevada. Mais qu'est-ce que la partie conservatrice opposée à ces remarques a à dire? Des physiciens comme Stanton Friedman et David Morgan affirment que les déclarations de Lazar sont complètement absurdes. Selon eux, le mode d'action décrit violerait certaines théories physiques généralement acceptées. Or, selon Lazar, c'est précisément cette approche qui pose problème. Comment étudier les propriétés physiques jusqu'ici inconnues d'un OVNI si l'on ne se rabat que sur les bases connues à cet effet?
Bien que le moscovium n'existe pas à l'état naturel sur Terre, des chercheurs ont réussi à produire artificiellement cet élément pour la première fois en 2004. Mais comme il avait trop peu de neutrons, il n'était pas stable. C'est pourquoi Lazar a émis l'hypothèse que l'élément pourrait éventuellement exister sous une forme naturelle et stable ailleurs dans le cosmos. Cependant, nous ne connaissons toujours pas d'isotope stable de l'élément que le dénonciateur a mentionné dans la description de l'engin spatial. En fin de compte, une fois de plus, une question familière se pose. Quelque chose n'existe-t-il pas simplement parce que nous ne le connaissons pas encore? N'oublie pas de t'abonner parce que la prochaine vidéo passionnante suivra demain.